messieurs, dames, si vous avez une idée, vous l'intéresse, vous pouvez rejoindre l'accueil. Voilà, donc tout d'abord bonjour et bienvenue au musée de la verrerie. Alors ce musée sera divisé en 3 pièces. La première où nous sommes, on va parler essentiellement du travail de poterie, donc le travail de la terre réfractaire qui va être nécessaire à la construction de ce type de four. Et donc à l'époque, dans ces fours, on introduisait des creusets, ce qu'on appelle également des pots, et c'est également fabriqué à la main en terre réfractaire. Et c'est donc le récipient dans lequel on faisait fondre les différentes matières pour obtenir du verre. Donc ça, on en parlera un tout petit peu plus loin. Dans la seconde salle, on va voir différentes techniques, travail de verre froid et également de verre chaud. Et pour finir, vous aurez une présentation des différentes productions de la vallée. Et là, c'est essentiellement du flaconnage pour la parfumerie de luxe. Alors, premier travail à réaliser, la fabrication du four. Ici, c'est une maquette d'un four qui a été inventé en 1867 par un ingénieur allemand du nom de Boëtius. Par la suite, une famille locale demeure actuellement à Boutancourt, la famille Blondin-Roussel, reprendra le principe de fabrication et, fur et à mesure, va l'améliorer. Et ce, de 1870 jusqu'au milieu des années 1980. Le dernier four de ce principe qui était en fonctionnement dans une verrerie locale était situé chez Walter Sperger, petite verrerie qui est dans le centre-ville, et ce four a été éteint en 2013, pour être remplacé par un four plus récent. À l'origine, pour le fabriquer, on devait préparer toutes les différentes pièces à l'aide des différents gabarits en bois que l'on a sur ces différentes étagères. Donc on plaçait à l'intérieur de la terre réfractaire qui provenait de la région, puisqu'au départ on la faisait venir essentiellement près de Gournay-en-Bray, Saint-Sanson-la-Poterie et Rieux dans l'Oise. Alors une fois qu'elle aura été moulée, on la laisse sécher, on ouvre ensuite le gabarit et on fait cuire, ce qui permettra de former les différents types de pierres que l'on a sur les extérieurs. Une fois qu'on a le nombre nécessaire et que l'ensemble est bien froid, on a des ouvriers spécialisés appelés des fumistes qui vont alors les assembler niveau par niveau afin d'obtenir ce principe. Taille de ce four, le cercle occasionné fait aux alentours de 6 mètres de diamètre. Alors tout à l'heure, dans la seconde salle, on en verra un petit morceau. C'est divisé en 2 niveaux. Alors vous aurez un sous-sol, on a des ouvriers qui travaillent dessous, et le laboratoire. Entre les deux, le plancher de travail sur lequel circulent tous les ouvriers verriers répartis par poste autour du four. Et donc chacune des ouvertures présentes autour du cercle allait correspondre à un ou plusieurs postes de travail. Pour le sous-sol, la partie la plus basse, le cendrier, qui permettait à l'origine de récupérer les cendres de bois et également le charbon. Au-dessus, un assemblage de grilles qui formait un foyer, appelé le tisard. Donc à l'époque du bois et du charbon, on a des ouvriers tiseurs sur les côtés et ils alimentent jour et nuit. Ces flammes ensuite doivent monter. Système de prise d'air, elles sont attirées à l'étage et elles monteront par l'œil central. On va leur chauffer cette seconde partie qui est appelée le laboratoire, température interne entre 1300 et 1500 degrés. Alors dans ce laboratoire, ces ouvertures, ressemblant à des portes, c'est ce qui est appelé une arcade, accueillent ce récipient. C'est ce qui est appelé le pot ou le creuset. Et donc, on introduira par la suite un mélange de poudre à la pelle. Chaleur aidant, ça va devenir une pâte. Donc la texture et la couleur rappellent la lave. Pour la récupérer, on se sert de 2 types d'outils que l'on appelle les ferrets ou les cannes à souffler. Donc on va piquer l'extrémité dedans tout en tournant l'outil. Ce qui fait que la matière s'enroule autour. Vous ressortez une boule de verre est formée, ce qui est appelé une paraison, que l'on va par la suite transporter aussi bien vers des machines ou alors vers un poste de travail pour une fabrication manuelle. La seule partie du creuset que l'on va voir, ce n'est que l'ouverture. Et donc tout le reste est colmaté par de la terre réfractaire. Ça vous fera un mur de protection, ce qui évite à la chaleur de sortir, et l'ouvrier peut alors approcher. Malgré tout, devant l'ouverture du pot, le rayonnement subi varie aux alentours d'une 40aine de degrés. Et donc selon les températures extérieures, malheureusement, ça va grimper. Alors, premier moyen de chauffage utilisé pour ce principe de four, le bois. Et là, c'est permis grâce à la présence de la forêt d'eau. Par la suite, la voie ferrée va faire son apparition entre Beauvais et le Tréport dans un premier temps, donc à partir de 1873. Là, on va changer de combustible, le charbon, provenance nord de la France, mais également l'Angleterre par bateau. Ce four va être modifié une première fois avec l'apparition du fioul lourd, appelé également le mazout. Et donc, à l'heure actuelle, les quelques fours de principe Boëtius qui sont toujours actifs, allaient chauffer au gaz. Et c'était le cas pour le four de chez Walter Sperger. Jusque-là, ça va? Alors, on va se décaler un tout petit peu et on va s'intéresser au travail du personnage qui est dans ce bac. Alors, attention, pas mal. Alors, vous avez ici la préparation de la terre réfractaire.
Alors ce personnage, au 15e, 16e siècle, plaçait de l'argile. Alors par la suite, pour qu'elle résiste à de très hautes températures, on va l'enrichir avec de l'alumine. Pour la travailler, simplement de l'eau en plus. À l'aide des pieds, il va alors mélanger l'ensemble. La terre étant bien préparée, il prend la pelle en bois qu'il a à la main et il s'en sert comme couteau, ce qui va permettre de découper des pains de terre. On les sort ensuite du bac, on les enveloppe dans des toiles humides et le tout est descendu à la cave. Là, on a un temps de repos moyen observé qui va durer 2 à 3 mois. Alors, au fur et à mesure, avec la forte humidité, une moisissure apparaît, on va l'enlever. Cette terre étant plus saine, elle permet aussi bien de produire les pièces de four qu'on a vu précédemment, donc les grosses pierres, et en permanence, elle servira également à fabriquer les creusets, dont on a vu la miniature. Là, on va voir la fabrication, mais taille réelle. Donc, on va se décaler et on va parler du travail du potier. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la vallée de la Brenne s'étend sur à peu près 70 km de long. Il y a eu au minimum une quarantaine de verrues en activité. Et à l'heure actuelle, sur la totalité, il ne reste que 7. Sur ces 7 entreprises, une seule à l'époque avait encore un potier qui fabriquait ses creusets à la main. C'était à la verrie Pochet et Lucourval, située sur les territoires de Guimerville-Sénarpon, donc à une dizaine de kilomètres de Blangy, quand on part en direction de Homan. Le dernier, on l'a ici en photo. C'était M. Cloirec, qui perpétuait cette tradition avec l'aide de son épouse. Depuis 1998, ces deux personnes étant retraitées, c'est une tradition et également un savoir-faire qui a disparu pour notre région. Alors, dans un premier temps, on n'allait faire que le fond, qui est appelé la sole. Lorsque le fond va être terminé, on prendra alors un fil à couper la terre, principe du fil à couper le beurre, 2 poignées, on tend le fil de fer, on le passe à la surface, ce qui permettra de la rendre plate et bien lisse. C'est là ensuite qu'intervient la difficulté. On doit monter le côté. Terre humide, on ne monte tous les jours que de 7 à 10 cm. Si vous allez au-delà, c'est mou, ça va s'affaisser. Donc pour réussir à en faire un seul, généralement on en commence une chaîne de 10 à 15, mais à un niveau décalé. Ce qui fait qu'à la longue, on a un roulement qui va se mettre en place. Donc le premier, vous n'aurez que le fond. Fond terminé dessus, toile mouillée, pour éviter que cela sèche. On passe au deuxième. Là, le fond est préparé, on enlève la toile. Sur le pourtour, des petites masses de terre sont disposées et on les retravaille de façon à les allonger. Vous montez vos 7 à 10 cm, on remet des linges. Ce qui fait qu'à la longue, un escalier va apparaître. 3 semaines de travail plus tard, on en a un seul qui se termine. Et donc la pièce finie, c'est celle qui est juste à côté. Et là, uniquement la pièce du bas. Alors je vous laisse vous décaler en même temps. Alors on a ici le début de fabrication. 3 semaines plus tard, on arrive à ce résultat. Il faut imaginer que le pot du bas vide pèse déjà aux alentours de 5 à 600 kg. Bien qu'il paraisse petit, il va accueillir aux alentours de 600 kg de verre à l'état pâteux. Donc le four qu'on a vu tout à l'heure en miniature, il faut imaginer que le serpentier en accueille 12 de ce gabarit. Alors par contre ici, on a un ensemble de 3 pièces, les 2 petites étant posées sur la grosse. Vous n'avez aucune communication entre elles, ce qui fait que là, au même endroit, on peut éventuellement trouver 3 couleurs de verre différentes. On peut très bien avoir du verre bleu, du verre vert ou de l'incolore. Les ouvriers appellent cet ensemble la truie et les petits cochons. Alors, à votre avis, pourquoi? Alors, si vous n'avez pas de bonne réponse, pas de démonstration. Leur forme. Bien, monsieur. La forme ramassée. Tout à fait. Il manque la queue aussi. Monsieur. Il manque la queue. Voilà. Bon, la queue, on peut la faire si vous voulez. Alors, on a l'ouverture qui rappelle le groin, plus ou moins la forme du dos. Et la terre réfractaire a également une autre particularité. Là, vous la voyez froide, mais quand elle va chauffer et en accumulant de la chaleur, elle va devenir toute rose. Ah, voilà. D'où cette appellation de truie de petit cochon. Durée de vie de ces pots en moyenne, 3 à 4 mois. Seulement. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on a la flamme qui chauffe à l'extérieur, de façon à ce que la pâte se forme, mais le verre, c'est très corrosif. Donc chose qu'on ne voit pas, il y a des courants de convection, c'est-à-dire que le verre tourne à l'intérieur, et ça va user la terre. Donc des petites particules se détachent, et ça remonte en surface. Et là, on sait qu'au bout de 3-4 mois, on risque d'avoir un creuset qui se perce. Ça va toujours ?
Alors maintenant, on va se décaler et on va s'intéresser au petit tableau qui est sur le côté et on va parler de la composition du verre. Incolore, à l'origine, c'est un mélange qui est fait avec du sable, donc de la silice, on aura de la soude, de la chaux, du nitrate de soude, du borax. Au niveau des quantités, c'est en moyenne 70% de sable, donc de la silice, pour 30% des 4 autres, mais dans des dosages précis. Ce ne sera pas 30 divisé par 4, ça aurait été trop simple. Donc le sable, actuellement, ce sable blanc, a une particularité, il provient de la région parisienne, donc région Nemours, Fontainebleau, Mille-la-Forêt. Alors qu'à l'origine, quand les verreries s'établissent dans notre région, dès le XVe siècle, là, le sable en question proviendra directement de la Brenne, donc le cours d'eau qui traverse toute la vallée jusqu'au Tréport. Avantage, il est présent localement. Inconvénient, il contiendra de l'oxyde de fer. Et donc, dès le départ, on avait une teinte verdâtre, plus ou moins prononcée. Ce qui fait que les premières verreries feront d'abord du verre plat pour les vitres, de la bouteille, barbelotterie et objets usuels. Fin 19e, les parfumeurs s'intéressent au verre. Donc là, on va se spécialiser dans le domaine du flaconnage. Contrepartie, il faut des matériaux plus nobles. Il faut imaginer qu'à une époque, la soude était remplacée par de la potasse. Et cette potasse, on l'a fabriquée naturellement avec la présence de la fougère en forêt. Donc là, on l'a coupée, on l'a incinérée, et on allait récupérer la cendre permettant d'obtenir cette potasse. Présence de plateaux calcaires qui permettaient de produire de la chaux. Donc les éléments principaux étaient sur place, de même que pour le bois de chauffage et le réfractaire. Seule contrepartie, à l'époque, comme on est encore sous un régime de royauté, on a des droits à obtenir. Donc là, il faut obtenir une lettre patente, document officiel qui était signé par le comte d'Eu ou le roi. Et deuxième obligation, le droit d'affouage. Donc là, grâce à ce droit, on pouvait couper le bois et la fougère nécessaires. Donc une fois que toutes les différentes matières sont pesées, on va les mélanger entre elles, et ce mélange est introduit à la pelle dans le creuset. Chaleur aidant, on obtient une pâte. Et donc tant que la pâte sera chauffée, elle va être orangée comme ce produit. Donc avant de lancer une production, généralement on fait un témoin, on prélève de la matière, et en refroidissant, on arrivera à ce résultat. Donc ce phénomène de changement de couleur, on l'observera tout à l'heure lors de la démonstration. Alors ensuite, on peut volontairement produire un verre qui est coloré, comme celui-ci. Là, c'est ce qu'on appelle une teinte dans la masse. Donc là, vous voyez que la tranche est également de couleur verte. Pour obtenir ce résultat, on va repartir avec le mélange de sable, soude, chaux, nitrate de soude et borax nécessaire, plus un oxyde métallique. Donc là, tous les différents colorants pour le verre sont essentiellement des métaux ou des minerais. Pour cette couleur verte, on ajoutera là de l'oxyde de chrome. On va mélanger le tout et ensuite on fait fondre. Tant que la pâte est chauffée, ça va rester orangé. Donc là, même principe, on prélève de la matière en refroidissant, ça devient vert. Alors ce phénomène, on va vraiment bien l'observer tout à l'heure lors de la démonstration. Et donc, autre qualité que l'on produisait, le cristal. La seule différence qu'il y a au niveau de la préparation, c'est que l'on va supprimer généralement le nitrate de soude, présent dans le verre, qui est remplacé par ce produit toxique, qui est l'ominium. C'est de l'oxyde de plomb, qui est maintenant interdit aussi bien dans les tuyauteries que pour les peintures anti-rouille. Ce produit, malheureusement, si on l'ingère, provoque le saturnisme. Donc pour qu'on ait le nom cristal, il faut une norme de 24% d'oxyde de plomb dans le mélange. Si vous êtes en dessous, ça va être considéré comme du demi-cristal ou du cristallin. Par contre, si vous montez au-delà, le cristal sera beaucoup plus brillant, beaucoup plus sonore, mais malheureusement plus toxique pour les personnes préparant le mélange, de même que pour celui qui charge le creuset à la pelle. Maintenant, c'est port du masque obligatoire pour éviter de respirer les poussières. Et si on prend en référence des cristalleries comme Baccarat, Saint-Louis ou Lalique, généralement, le pourcentage d'oxyde de plomb approche les 30%, ce qui va expliquer les différences de brillance et de sonorité d'une qualité à une autre. Ça va toujours? Alors, on va passer dans la seconde salle. Voilà. Alors, vous avez ici ce qui est appelé une machine semi-automatique. Alors, c'est un travail qui est fait par l'homme avec l'aide de la machine. C'est-à-dire que c'est l'ouvrier qui va chercher le verre dans le creuset avec son outil, qui va l'apporter à la machine, mais la machine ne produira que si l'homme l'actionne. Pas d'ouvrier au poste, vous n'aurez pas de production. Machine automatique actuelle, le verre arrive directement vers la machine. Donc la personne qui se trouve devant, qui va la régler, la graisser, peut éventuellement s'absenter. Tant qu'elle n'est pas arrêtée et qu'elle est alimentée, elle va continuer à fabriquer. Alors ces machines semi-automatiques apparaissent dans notre région au début des années 1920.
Et malheureusement, à l'époque, on a déjà 18 entreprises qui vont fermer, parce que là, on va produire beaucoup plus vite qu'avec les souffleurs. 2 moules sont installés, un ébaucheur, un finisseur. Et là, les deux se complètent. Le but étant de produire en série, par exemple, ce flacon. Donc, présence des moules, on va être capable de reproduire la forme et les décors. Contrepartie, il faut respecter le poids de verre demandé par le client. Et donc là, au départ, tout était jugé à l'œil et à l'expérience. Donc par la suite, ce que l'on va faire, on va imposer une balance avec une petite marge d'erreur tolérée. Mais donc, ça reste toujours le savoir-faire des ouvriers. Le fonctionnement est assuré par une chaîne d'ouvriers de 4 personnes. Chacun aura son poste. Premier ouvrier, c'est le cueilleur. Alors lui se sert de ce type d'outil, alors beaucoup plus long, qui est appelé le ferret. On a une grosseur à l'extrémité appelée le mors. Ce mors peut être fait dans différentes matières. Il peut être que métallique, mais en fonction de la quantité de verre à déposer dans le moule, on peut grossir l'extrémité par de la terre réfractaire, voire maintenant de la céramique. La raison, c'est que si on doit produire un objet pesant 1 kg, la masse de verre doit arriver en une seule étape, pas en plusieurs. Donc si on prend référence sur la photo, la partie centrale est en terre réfractaire et on a le verre autour. Avant de commencer, il faut impérativement chauffer l'extrémité de l'outil pour que le verre puisse s'adhérer dessus. Donc on a l'ouverture du creuset, on a une petite bavette, on pose dessus, dès que c'est chaud, on incline, on pique et on tourne. Donc principe de la fondue savoyarde. Ce qui fait qu'en ressortant, vous avez une boule de verre, ce qu'on appelle la paraison. Alors comme ça reste de la pâte, vous devez garder en rotation. Si vous arrêtez de tourner, automatiquement ça va couler. Donc on se déplace 2 à 3 mètres entre le four et la machine. On a alors un deuxième ouvrier qui est devant le moule ébaucheur, appelé le presseur. Il va fermer le moule ébaucheur et le cueilleur se positionne au-dessus de l'entonnoir. Là, on arrête de tourner et la pâte descend, comme sur la photo. Quand le verre arrive en direction du moule, le presseur va appuyer sur la pédale qui est au pied de la machine et il fait remonter une pointe comme celle-ci. S'il oublie, tout l'outillage est creux, le verre passera au travers. Présence de la pointe, on bloque le verre dans le moule. Alors, quand lui aura jugé qu'il a assez de matière, avec des ciseaux, il coupe. Le cueilleur va alors retourner chercher de la pâte. Alors, je vais vous présenter ce qui est à l'intérieur du moule, ce qui est appelé une pince à carnette ou pince à anneau. Vous voyez, l'anneau est à l'intérieur. On va simuler que le verre arrive. J'appuie sur la pédale et là, j'ai bouché. Le verre arrivant du haut vers le bas, ça va permettre de préformer l'ouverture. Donc on travaille à l'envers par rapport à un souffleur. Ensuite, vous voyez, on a 2 manettes installées sur la machine. Ces machines sont reliées à une tuyauterie à air comprimé. Donc première manette, on aspire, ce qui va faire descendre le verre dans la pince. Noyau présent, on forme le col. Ensuite, il faut créer une bulle d'air, ce qui est appelé une ébauche. Deuxième manette, par petits à-coups, on injecte de l'air. L'air arrivant, vous lâchez la pédale, la pointe se retire, l'air monte et fait pression. Et là, c'est soufflé vers le haut, comme ceci. Par contre, vous n'aurez pas de forme. La forme, c'est le second moule qui la donne. Donc on ouvre le premier, on sort la pince. Si vous laissez dans ce sens, la matière est très chaude, donc elle retombe. On retourne, et si vous attendez trop longtemps, ça va s'allonger. Donc le presseur introduira la pince dans le guide du moule finisseur, et le verre, cette fois-ci, est dessous, comme sur la photo qui est au-dessus. On récupère une pince, réintroduit, on referme. Donc là, les 2 premiers recommencent. Le démouleur, troisième ouvrier, prend le relais. Il ferme le finisseur où est gravé décor et forme, chose que l'on a présentée sur certains des moules au niveau des étagères. Une fois que c'est fermé, avec ce levier pression, injection d'air, ce qui fait que le verre à l'intérieur va gonfler, se coller sur les parois, on donne la forme et les décors s'impriment. Vous ouvrez, vous sortez votre pince, et là, le flacon est toujours prisonnier dedans. Par contre, on est passé en verre solide, 5 à 600 degrés. Sur le côté du démouleur, on aura une table, ce qui est appelé une sellette. Alors, soit plateau en bois à l'époque, on peut poser directement sur le bois sans qu'il y ait de risque de casse au contact. Par contre, si c'était un plateau métallique, entre les deux, on allait mettre l'amiante. On pose, on ouvre, c'est libre. Malheureusement, on ne peut pas laisser l'objet refroidir tout seul. La raison, c'est que l'intérieur va rester très chaud, l'extérieur refroidit trop vite, donc différence de température, de pression, et là, tout casse. 4 ouvriers appelés le porteur à l'arche, qui peut être des adultes, mais également une période des enfants, et eux assurer le transport des différentes pièces avec des outils, lieu de fabrication, arge recuisson. Tout ceci sans faire de casse. La raison, c'est qu'au départ, on était payé à la pièce. Pas produite à la machine, mais qui sortait intacte et de bonne qualité de la recuisson. Donc si la personne transportant venait
à encasser, toute l'équipe perd du salaire. Là, il faut imaginer qu'un flacon de cette taille, avec ce type de machine, prend aux alentours de 45 secondes de fabrication. Si on prend maintenant les machines automatiques actuelles, le fonctionnement est identique, sauf que c'est les machines énormes avec plusieurs moules ébaucheurs d'un côté, les finisseurs de l'autre. La cadence moyenne, c'est 50 à 100 pièces minutes. Il y a pire. Si on prend en référence la fabrication des canettes de bière, les plus classiques, certaines machines actuelles en produisent entre 600 et 800 à la minute. La raison, c'est qu'au lieu d'avoir qu'une seule empreinte par moule, on peut avoir 2, 3, voire 4 empreintes par moule. Donc 10 moules installés, 40 pièces à la fois. Ça va toujours? Oui. Alors on va se décaler légèrement et on va parler du travail du verre lorsqu'il est froid. C'est facile. Voilà, on va s'intéresser maintenant au travail de finition avec la taille, le polissage et le lustrage. Donc 3 qualités de meule différentes. Les 2 premières vont permettre de tailler. Elles sont faites en pierre. Alors celle-ci, c'est une platine, meule horizontale, sur laquelle on avait de l'eau qui coulait, et on mettait également du sable, qui était la matière abrasive. L'avantage de celle-ci, du fait qu'elle est horizontale, elle permettra de rectifier le fond qui peut être instable, ou comme ici, travailler l'ouverture qui allait être coupante ou simplement ébréchée. Inconvénient, passage du sable, ça raye, et ça devient tout gris ou blanc. Alors à votre avis, est-ce qu'il s'agit d'une pièce en verre ou en cristal? Pourquoi? Il y a une chance sur 2 de vous tromper. Vous êtes sûr? Non, ça dépend où vous faites. Voilà. Non, ça dépend comment je le tiens. Vous voyez, si je mets ma main sur l'ouverture, je bloque les vibrations. J'enlève ma main. Oui, c'est du Voilà. cristal, oui. C'est du cristal. Alors, ça n'a rien à voir avec l'épaisseur, parce que la plupart du temps, on pense à des pièces très fines. Mais avec un objet comme celui-ci, on va pouvoir effectuer une technique de travail qui est la taille façon bohème. C'est-à-dire qu'on va dessiner différents décors au feutre, et ensuite, on va les reproduire à main levée sur ces différentes meules verticales. Et donc, dans une des vitrines du musée, vous les verrez tout à l'heure, on a des pièces où on est parti d'un objet brut comme celui-ci, et on a tout un ensemble de ciselures qui ont été faites à la main. Et donc, le plus gros vase de la vitrine a nécessité aux alentours de 80 heures de travail dessus. Deuxième meule, cette fois-ci verticale, faite en carborundum. Là, petit filet d'eau. L'eau est également obligatoire puisqu'on travaille un objet froid. Au contact, ça risque de chauffer et ça casserait. Donc on prend un objet qui est brut. Donc ce bouchon à l'origine était bombé et coupant. L'eau coulant, hop, ça tourne, on use. On arrive à une surface plate, mais qui devient également grise, voire blanche. Donc au niveau visuel et esthétique, c'est pas forcément très joli. On va leur transmettre à la deuxième. Donc là, celle-ci va être plus douce. Elle est faite en liège. Dessus, filet d'eau. Dans le bac, on va préparer de l'eau avec de la poudre de pierre ponce, avec les petits grains que j'ai dans la main. Et voilà. Voilà ce que j'ai ici. Donc comme on a de l'eau, ça va former une pâte. Et cette pâte, on la colle directement sur le liège. Frottement par la suite, le gris disparaît. Et on va alors polir, ce qui permettra de redonner un tout petit peu la brillance et une légère transparence. Et donc afin de retrouver une brillance et une transparence parfaite, on a un dernier travail de finition possible avec la dernière. On a ici du feutre. Alors matière très douce. Alors par contre il faut un minimum d'eau, un petit goutte à goutte va suffire. Dans le bac on va préparer de la pâte à base d'eau plus de l'oxyde de cérium et on la met directement sur le feutre. Donc là vous avez les 3 étapes. Et donc toutes les pièces en cristal sont passées sur ces 3 phases de travail. Alors on va avancer, on va parler de choses moins gaies. Alors on a ici la scène traditionnelle du souffleur de verre tel qu'on l'a voyé autrefois dans les verreries. Alors un souffleur, chef de place, et un enfant qu'on appelait le gamin. À une période, ces enfants représentaient jusqu'à la moitié des ouvriers de l'usine, et les plus jeunes n'étaient âgés que de 6 ans.
Donc le travail de ces enfants consistait dans un premier temps à ouvrir le moule en bois, de façon à ce que l'ouvrier arrivant avec sa canne et du verre au bout puisse l'introduire. Donc là, la masse de verre passe entre le visage et le moule. Le verre étant dedans, l'enfant va fermer et lui va commencer à souffler. Inconvénient, ce sont des moules en bois. Ce bois étant humide, pour éviter qu'il brûle, ça va créer de la vapeur. Donc cette vapeur, elle doit pouvoir s'échapper. On va percer les trous dans le bois, ce qu'on appelle les trous des vents. Et vapeur, mais également poussière, ressortent par tous ces trous. Et les enfants respirent le tout à longueur de journée. Lorsque l'objet est soufflé, simplement à l'aide des pieds, il lui donne un signal. L'enfant comprend, il ouvre son moule, ce qui permettra de ressortir l'objet fabriqué. Et donc là, pareil, ça ressort à 500 degrés, mais ça repasse devant le visage. Donc que ce soit l'introduction ou la sortie, il a intérêt de penser à reculer. Sinon, malheureusement, brûlure au passage. Donc par la suite, avec les lois de Jules Ferry, l'école va devenir plus ou moins obligatoire, ce qui permettra aux enfants d'aller à l'école. On va reculer l'entrée en usine aux alentours de 10 à 12 ans, quand ça va être respecté. Malheureusement, vous voyez, on a ici une photo datant de 1908, et on a agrandi une carte postale d'une verrerie locale qui a fonctionné entre 1890 et 1931. Et malheureusement, on aperçoit toujours la présence des enfants. Donc normalement, à l'époque, une machine a été créée, qui est juste à côté, qui s'appelle à l'origine le ferme-moule, mais rebaptisé par les ouvriers le gamin mécanique, puisqu'elle reprend une partie de la gestuelle des enfants. On va s'intéresser au fonctionnement de la machine, et je vous donne davantage de détails sur les conditions de travail de ces enfants ensuite. Non. Bon, ben, je vais me débrouiller tout seul. Il est venu visiter, il n'est pas venu travailler pour toi. Généralement, quand on propose, ils se battent pour monter dessus. Oui, oui, bien sûr. Alors, ce gamin mécanique, vous voyez, c'est un système avec 2 pédales. Là, l'ouvrier pourra se débrouiller tout seul. Avec sa canne à souffler, il va chercher le verre nécessaire dans le creuset. Donc, sur le côté, c'est la copie du four qu'on a vu tout à l'heure en maquette, sauf qu'ici, il ne représente qu'un tiers de la surface. Alors, une fois qu'on a suffisamment de matière au bout de l'outil, on va se déplacer, donc rotation de la canne pour éviter au verre de couler. Alors, soit on a ce système avec le petit escalier pour monter sur la machine, ou alors on aménage une fosse dans le plancher et on met le gamin à l'intérieur, ce qui évite de monter. Alors là, système avec les marches, on arrive, on monte, pied gauche, on appuie sur la première pédale, le moule en bois sort de l'eau. On monte intégralement dessus, on met le verre dedans, et donc avec le pied droit, on allait fermer, ce qui permettait de souffler. Pièce terminée, on relâche la pédale métallique, le moule s'ouvre, on ressort l'objet et on redescend, ce qui permet au moule de retrouver sa place dans l'eau à chaque fabrication. Avantage, on n'avait plus d'enfants au poste et on a un circuit d'eau fermé, ce qui fait que l'eau va rester fraîche en permanence. Sauf qu'à l'époque des enfants, même principe, sauf que là, ces enfants doivent attendre qu'il y ait 3 voire 4 pièces de produites avant qu'ils aient l'autorisation de prendre le moule, le porter, le plonger dans le bac d'eau pour ensuite le ressortir. Et malheureusement, ce bac d'eau n'a été rempli qu'une seule fois dans la journée, ce qui fait que ces enfants allaient recevoir des éclaboussures d'eau chaude voire bouillante sur les mains, bras, torse, visage. Et il est malheureusement arrivé que certains de ces enfants soient emportés par le poids du moule et tombent dedans. Donc là, grave brûlure, voire des enfants ébouillantés. Il faut imaginer qu'un enfant à l'époque allait travailler du lundi au samedi. Alors soit en journée, et ça peut être 10 à 15 heures de travail par jour, mais également la nuit, entre 7h30 et 12h, selon l'âge et l'expérience. Le dimanche, journée de repos, mais il est arrivé que des patrons les fassent travailler très tôt le dimanche matin pendant 4 heures. Pour 4 heures de travail, ces enfants allaient toucher la valeur de 1 à 2 sous. Pour avoir cette petite pièce, une obligation, la messe. Toute absence non justifiée, elle est dénoncée au patron, mais également auprès des ouvriers, parce qu'il arrive que ce soit les ouvriers eux-mêmes qui rémunèrent sur leur propre salaire les enfants. Ils vont assurer également le transport de tous les objets produits avec différents outils. Lieu de fabrication, Arges Recuisson, mais à force de faire des allers-retours, c'est en moyenne 30 à 35 km de marche par jour. Et tout ceci sans faire de casse. Ils vont avoir différentes origines. Alors ça peut être des enfants d'ouvriers, enfants de familles nombreuses, mais également des petits orphelins, voire ce qu'on appelait autrefois des petits bâtards, qui étaient de la région, mais qui pouvaient arriver d'orphelinats tels que Rouen ou Paris. Et il y a eu malheureusement un trafic d'enfants qui se faisait à partir de la Bretagne, Italie, Espagne, Portugal. Donc main-d'œuvre pas chère et très facile à exploiter. Trafic organisé aussi bien par les patrons des verreries que par des personnes qui le payaient, voire malheureusement par certains curés. Et donc tous les enfants récupèrent ainsi logés dans une maison qui au départ était appelée la pension ou l'orphelinat, mais quand une personne extérieure en parlait, généralement on appelait l'endroit la bâtarderie. Et ils avaient le strict nécessaire de fournir vestimentaire comme nourriture. En cas de bêtise de fait, même si ces enfants n'étaient pour rien, c'était toujours eux qui prenaient. Donc ça pouvait être coup de pied aux fesses. Et là, au lieu d'avoir des espadrilles, c'était des sabots en bois, voire des galoches, des coups de canne, froides comme chaudes, brûlures, injures, crachats. Et autre chose qui peut être fait dans les verreries qui fait très mal, c'est ce qui est appelé la coque du verrier. Donc là, on frappe avec la phalange centrale du majeur un coup sec et violent sur l'arrière du crâne.
Et si c'est bien appliqué, je pouvais en dire que ça fait très mal. Malheureusement, ce coup de poing finissait aussi bien sur le visage, voire pire sur la fontanelle, ce qui malheureusement entraînait le décès des plus jeunes. Et si à l'époque ces enfants n'avaient pas de famille, la plupart du temps ils finissaient dans des fosses communes. Contrainte à supporter, poussière, vapeur d'eau, mais surtout la chaleur qui est présente face au visage, qui allait dépasser les 55 degrés. Et à l'époque, ces enfants étaient appelés vulgairement de la viande à feu. Et ce phénomène, malheureusement, a duré jusque dans les années 1940, voire début années 1950. Voilà. Alors on va passer les choses plus gaies. Bon, on peut encore mettre la recuisson des objets. Voilà, donc là on va parler de la recuisson des objets. Alors, le but de faire une recuisson sera de faire remonter la température extérieure des pièces pour éviter qu'elles refroidissent trop vite extérieurement par rapport à l'intérieur. Donc là, en stabilisant, on évite potentiellement les gaz. Et derrière, c'est un refroidissement progressif. On a ici le porteur à l'arche, donc il peut être un adulte et également des enfants. Pour assurer le transport des différentes pièces, soit on se sert de ce système de pelle, plus ou moins large, et on avait également un autre système, les fourches comme celles qui sont au mur. Là, l'isolant thermique qui était utilisé à l'époque, l'amiante. Il faut imaginer que des flacons de cette taille, l'ouvrier va en transporter 4 à 6 posés tels quels. Voilà. Donc là, on arrive à la sellette, on les pose les uns derrière les autres, on lève la pelle et on se déplace. Alors, assez rapidement pour pas que ça refroidisse trop vite, et il faut éviter de les faire tomber, sinon dans les deux cas, ça va malheureusement entraîner une perte de salaire. On a ici large recuisson. Température d'entrée 550-600 degrés. Pour celle-ci, chauffage au bois ou au charbon. Ce bac de tôle, on va devoir l'isoler. Donc soit on va mettre l'amiante, ou éventuellement on tapisse le fond avec du sable que l'on fait préchauffer. Et derrière, on met les objets à l'intérieur. Lorsque le bac est bien plein, on le pousse intégralement dedans sur un système de rail et tous les bacs reliés par des crochets. Un homme à la sortie va alors tirer l'ensemble, ce qui est appelé le fer-acier, et au fur et à mesure que ça avance dans le tunnel, la température va descendre. On arrive à une quarantaine de degrés. Là, on a des dames qui vont faire le tri et l'emballage. Et toutes les pièces qui ont des petits défauts, bulles d'air, déformations, incisions et brêchures, on les récupère pour faire un verre de recyclage appelé du calcin ou du groisil. Donc là, ces déchets de verre, on va les réintroduire à la composition que l'on prépare par la suite à hauteur de 20 à 50% selon la qualité de verre que l'on veut obtenir. Et par contre, ce que nous on met actuellement dans les containers va repartir directement dans des usines de recyclage de façon à être réutilisé directement. Le tunnel actuel fait en moyenne 18 à 20 mètres de long. Il est chauffé au gaz et fonctionne grâce à un tapis roulant. Dans le domaine manuel ou semi-automatique, c'est toujours un ouvrier qui emmène en recuisson et on a toujours un tri manuel et visuel. Par contre, dans le domaine automatique, le moule finisseur de la machine s'ouvre, c'est posé directement sur un réchauffé et ça partira tout seul en recuisson. Là, on peut avoir un premier tri manuel au niveau donc de la partie semi-automatique. Et dans la partie automatique, on peut avoir un premier dégrossi par caméra optique. Souffle d'air, les pièces défectueuses sont éjectées. Et derrière, on a toujours un contrôle visuel qui est assuré, de façon à épurer encore au maximum les pièces défectueuses. Le temps de recuisson peut varier en moyenne entre 1h30 et 3 heures, selon différents critères, nature du verre, coloration et également les épaisseurs. Donc actuellement, on a 7 verrues en activité dans la vallée. 4 sont spécialisés dans le domaine du flaconnage pour la parfumerie de luxe. Vous avez un Mercévin nouvellement appelé Verre Essence, autrefois Saint-Gobain-des-Jonquières. Dans le centre-ville de Blangy, on a une petite verrie qui s'appelle Walter Sperger, qui est la dernière à travailler avec ce type de machine. Sur le territoire de Guimerville-Sénarpon, donc en allant vers Aumale, on a la verrie Pochet et du Courval, installée dans notre région depuis 1623. Et donc pour finir, juste après à Bion-sur-Brel, les verries Brosse. Et ces 4 entreprises réunies, actuellement, représentent aux alentours de 75% de la production mondiale au niveau du flaconnage pour la parfumerie de luxe. À cela, il faut ajouter 3 autres entreprises travaillant le verre mais dans des techniques différentes. Au-dessus de la ville 2, vous avez donc une zone artisanale qui s'appelle Gros-Jacques. Et là a été implantée il y a 3-4 ans maintenant une verrie qui s'appelle SGD Glass Pharma, qui appartenait jusqu'en octobre dernier à l'usine de Mercévin. Et eux font du produit pharmaceutique. À Aumale, vous avez Nipro Glass Pharma qui va faire du verre en tube étiré pour l'industrie pharmaceutique. Donc décliné en ampoules, tube à essai, éprouvettes et tout matériel de laboratoire. Et donc la dernière, c'est la verrie Saverglass qui est à Feucart dans l'Oise, donc à la limite de la vallée, qui elle est spécialisée dans tout ce qui est bouteilles d'alcool de luxe, carafes pour les spiritueux, un tout petit peu de cosmétiques et de parfumerie. Donc ma visite s'achève ici, j'espère qu'elle vous aura plu malgré l'histoire des enfants.
Et je vais vous laisser maintenant 3-4 minutes tranquillement regarder les différentes vitrines de présentation qui sont dans la troisième pièce. Alors restez bien dans la dernière salle, puisqu'on va en sortir par la porte qui est sur la gauche, pour aller ensuite à la démonstration du souffleur. Voilà. C'est l'hiver, c'est ce qu'on appelle de l'ovale. C'est l'ovale. Après, on peut l'avoir utilisé en différentes couleurs, mais c'est la limite de l'art ovale. Encore de la place, Nénette, là. Encore de la place. Alors c'est monsieur Hervé qui est nu. Donc Hervé désormais a quasiment 20 ans d'expérience dans le travail du verre en technique verre sous les bouches et face des mains, technique appelée Renan, technique dite à la volée. Et ça fait 14 ans qu'Hervé assure démonstration et production des différentes pièces présentées sur les étagères de l'atelier. Là vous n'avez que son travail. Ici c'est un petit four de type bassin. Alors c'est un système de cuve en briques réfractaires qui accueille en début de journée entre 80 et 100 kg de verre à l'état pâteux, chauffage au gaz, température dedans entre 1100 et 1200 degrés. Et donc à ce niveau, Hervé a au minimum une quarantaine de degrés de rayonnement. À côté, c'est l'arche de recuisson. Il a l'obligation de mettre les différentes pièces produites pour éviter qu'elles cassent lors du refroidissement. Température dedans aux alentours de 600 degrés. Et là, les différentes pièces produites recuisent jusque ce soir 21h. Le gaz se coupe. Et durant toute la nuit, ça va baisser en température. Et on ne ressortira les objets que demain matin. Là, vous allez avoir une première technique de travail. Hervé va réaliser ce qui est appelé un objet en verre étiré. Du travail qu'il ne réalise qu'à l'aide de pince. Donc à l'aide d'un ferré, il a cueilli du verre qui est incolore. Il le roule sur le bras du banc qui est appelé la bardelle de façon à ce que le verre avance. Ensuite, il roule cette masse chaude dans un oxyde de couleur verte. Alors là, la couleur se colle à la surface du verre. Ce n'est pas une coloration de masse. C'est-à-dire que si on laisse refroidir, la couleur verte apparaît. Par contre, si on casse le petit morceau de verre une fois qu'il est froid, l'intérieur est incolore et on a la pellicule verte que sur l'extérieur. La couleur verte, d'un côté, elle est écrasée dans un opale jaune, et de l'autre côté, il a mis un opale bleu nuit. Ce qui fait que la couleur verte est translucide, et on a deux opales supplémentaires. Par contre, là, aucune des couleurs ne se mélange. Donc à côté, ça s'est superposé. Il reforme un cylindre en travaillant directement son verre sur une plaque de fonte appelée le marbre. Et ce petit cylindre servant de support, il va le refroidir progressivement.
Hervé remet du verre incolore au-dessus du cylindre coloré. Le but ensuite, c'est qu'il ait le temps nécessaire de faire les différents décors dans la partie incolore, pendant que la partie colorée qui est dedans se réchauffe. Là, on voit que c'est en train de se réchauffer du fait que la masse de verre se désaxe, d'où l'intérêt de garder l'outil en rotation. Si là il venait à arrêter de tourner, la matière descendrait. Alors maintenant, à l'aide d'une autre pince, il va bloquer son verre, ce qui va permettre de torsader les couleurs et également d'allonger la tige. Progressivement, ça tige. Alors ensuite, il marque la séparation. Et à l'aide de sa pince, Hervé va maintenir le bouton de la fleur en hauteur pendant que la tige durcit. Et là, malheureusement pour lui, vous voyez, la température étant encore très élevée au niveau de la canne, les doigts se réchauffent en même temps. Alors ensuite, avec l'eau, il refroidit le verre là où le coup de ciseau a été donné. Un choc sur le ferré et c'est libre. Alors par contre, si on laisse la fleur sur la petite palette, elle va casser. Voilà, donc la démonstration est terminée. Ça ne doit plus laisser là. On avait assez? On a assez? Alors là, par contre, on va réaliser ce qu'on appelle une coupure ou un reste-coupure. Parce que c'est sympa, c'est qu'en plus, vous avez découvert ma première formation. Ça va vous arriver, cette formation. Vous avez découvert tout de suite, je ne vais pas vous expliquer. Vous allez comprendre tout de suite. Voilà, donc là, Hervé, à l'aide toujours d'un ferré, est en train de cueillir du verre incolore. Là, il vient de rouler sur le bras du vent et maintenant il va inclure de la couleur. Alors d'un côté il écrase dans la couleur verte et de l'autre il va mettre un vert beaucoup plus foncé, on appelle un vert vert. Alors sur les deux tâches qu'Hervé vient de réaliser, il va mettre encore d'autres couleurs. Donc sur le vert mer, il a mis de l'opale jaune et sur le vert pâle, un opale bleu nuit. Le petit bleu sur le bouton bleu. Vous connaissez classique. Et le fil rouge sur le bouton rouge. Voilà, c'est vrai. Alors il remet les faces à plat. À l'aide de ce pic métallique, il le rentre dans le verre sur les formes de tige et on a 2 trous apparents. Et là, par alors avant d'être terminé, Hervé a été chef majorette à Blandy. Et il a encore quelques restes. Par contre, j'ai pas fait une carrière. J'ai expliqué pourquoi. En fait, la sous-chef, à l'homme, les majorettes, ça fait des heures. J'avais une sous-chef, je l'ai pas fait pour moi, j'ai passé une soirée aussi. Ah, on m'a dit, ouais, mais c'était rigolo, mais tu fais jamais lâcher le bateau. Ah, je dis, non, le bateau, tu veux le côté. Bon. Peut-être, ouais, un petit, tu m'as déjà vu une majorette avec un pantalon. Ah, non, c'est vrai, c'est vrai. Tu avais du super. Non, c'est pas du tout. Bon, on va le faire.
chorégraphie, c'est très gênant. Le problème, c'est que les gens, on a dit, les gens qui sont poilus. C'est rare. Alors, si on avait un peu de mal au cœur, c'est qu'en plus, elle était portugaise. Les bonnes portugaises. Voilà, donc là Hervé va remettre de la pâte. Alors là où le trou a été fait, on a de l'air à l'intérieur, ce qui fait qu'une bulle d'air apparaît de chaque côté. On dit aux gens, si les gens veulent prendre des photos, il n'y a pas de souci. Bon, par contre, ça suffit, c'est 5 € la photo réussie et 7 € la photo nickel. Alors là Hervé travaille directement son verre à l'aide d'un papier journal humide qui est appelé la mouillette. Et il faut imaginer qu'actuellement il a au minimum 1000 degrés dans la main. Donc Hervé est en train de marquer la séparation et pour bien mettre en valeur le décor intérieur qui est relativement long, au lieu d'avoir une forme de boule traditionnelle, Hervé réalise, on va dire, une forme d'œuf. Alors là, en refroidissant uniquement l'arrière, le verre va devenir solide, là où la partie a été réduite, ce qui fait que même s'il arrête de tourner, ça ne bouge plus. Alors par contre, si on venait à le mettre tout de suite dans l'arche, l'extérieur du verre est tellement chaud, là il faut imaginer que le presse-papier est couché sur la brique, il pourra encore se déformer. Alors en fait, j'ai oublié de vous dire, il n'y a pas de souci pour les photos, parce que normalement c'est 5 € et 7 €. Mais hier, on avait un quart japonais. Alors, j'ai pris des photos toute l'après-midi. On n'a rien de travailler. On va le laisser dans 3 000. Du coup, on a fait tout ça pour la Ça c'est le signal qui permet de le mettre dans l'arche. Si on met maintenant, c'est tellement chaud que ça s'éclate. Alors, par contre, vous allez me dire, comment ça se fait qu'il est en forme d'œuf? Normalement, un papier, c'est plutôt rond. Tout simplement parce que si vous restez dans le thème. Parce qu'en fait, le papier journal qui permet de la forme, on appelle ça une mouillette. La mouillette avec un œuf. Bon, voilà. On j'ai mis 12 ans pour la trouver. Alors, comme mon collègue vous l'a expliqué tout à l'heure, on ne peut pas détacher le presse-papier trop vite dans l'arche, parce que sinon il va s'écraser. Et lui, c'est un œuf, c'est encore un œuf sur le corps. Celle-là, j'ai mis 13 ans. Alors, la dernière fois, il y a un monsieur, je ne sais pas, il avait l'air d'être très content. Il avait. Et en fait, il est en train de me montrer du doigt. Les enfants et tout, je dis, montre du doigt comme ça, je ne sais pas. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, ça continue, on va finir par se brouiller. C'est quand même pas mal, hein. Bon. Après, je me retourne, il me dit, t'as des jolis mollets. Alors là, je le laisse scotcher parce que j'ai dit, en plus, les mollets sont durs. Donc, il reste plus de l'omelette. On va pas retrouver pour l'omelette. On va chercher les prochains. Ouais, moi j'ai trouvé. T'as trouvé? Ah, il va laisser exploser le papier dans une omelette. Alors là, on va faire une chose qu'on n'a jamais fait. Et voilà. Là, on voit bien que les couleurs commencent à apparaître. Ce qui va permettre maintenant de le séparer. Voilà, là, ça va donner. On va encore un peu chaud, mais bon, je vais Laurent, on fait tout vite. C'est là pour la balle. Bon courage.
Hervé, avec l'aide de son ferré, est en train de cueillir du verre incolore. Et il va récupérer une petite masse de verre qui est à l'intérieur de l'arche. On appelle de la balotte. C'est un colorant qui est fait à base de verre teinté dans la masse. On achète directement un fournisseur. Et cette bille, par la suite, servira à créer la couleur intérieure. On va la concentration. On va les barres, c'est ça. On prend un marteau. On va faire le tour. On va le donner dans la main aussi. Chaque bout va permettre de faire un truc. L'avantage de ça, c'est pour avoir une couleur carrée dans la masse. Parce que vous avez cette couleur-là ici, qui est la même référence. Et bon. Par contre, si je roule une masse de verre incolore dans le blanc, on va avoir le blanc sur l'extérieur du verre. On n'aura pas l'intérieur. Et là, ça va me permettre d'avoir quelque chose de très opaque. Alors pourquoi j'ai fait cette pièce-là? C'est parce que lui, d'habitude, il ne fait jamais rien. Et là, au moins, il va bon. Bon, pendant qu'il est en train de chauffer sa petite masse de verre, qu'il essaie de chauffer la petite masse de verre, je vais préparer ce qu'on appelle le fondue. Hervé va préparer ce que l'on appelle un pontil. Il n'y a pas de bois. Dans le pontil, en effet, c'est une petite masse de verre qui va garder à l'extrémité de son outil. Quand il y a pris trop de matière, il dégage le surplus. Et avec ses ciseaux, il va l'enlever. Et donc le petit morceau qu'il va garder à l'extrémité, ça s'appelle un pontil. Alors ça va former une petite pastille de verre qui, normalement par collage, permet de reprendre la pièce soufflée par le fond. Et ainsi, il peut travailler l'ouverture. Avec les deux mains. Alors, Hervé maintenant a beaucoup plus d'expérience. Il va modifier le pontil. Au lieu d'avoir une pastille, il va former une croix. Ce qui fait qu'on aura 4 points de collage. Ça va laisser moins de traces à l'arrière. Le seul inconvénient, c'est que le collage est plus fragile. En cas de choc, ça tombe plus facilement. Avantage, on va coller la pièce à l'arrière, on aura moins de traces. Donc évidemment, c'est qu'il y a moins que si on avait collé sur le rond de la pièce. On va tout savoir. Alors par contre, là où on a été intelligent, c'est qu'on a longuement réfléchi, mais qu'on n'allait pas faire avec le profil. Et en fait, on s'en sert également pour faire des tatouages aux visiteurs. Alors en plus, vous avez le choix entre le tatouage incolore et le tatouage colorant. Il y a une petite différence. C'est léger, mais... Alors vous allez dire, mon collègue, lui, il est vachement costaud. Alors, en fait, il n'a pas été choisi parce qu'il a été bon. Il a été simplement choisi parce qu'il est costaud et lui, il sert à faire les gens. C'est pas qu'il bouge. Alors, incolore, c'est pas compliqué. On peut le faire partout. N'importe partout. Il suffit simplement de faire sauver la masse de verre, prendre la masse de verre, par exemple sur la cuisse, mon collègue il tient, et vous le mettez pour le prendre. Et ça, c'est vachement tendance, ça dépend de la cuisse que vous faites. Par contre, si vous voulez en couleur, c'est un peu plus complexe, on peut le faire que sur les mains ou sur les pieds. Ça, c'est un problème technique. Donc, on met la main, avant, c'était notre pontil. Maintenant, je vais terminer à donc, je vais monter sur la main. On met la main sur le verre, on fait chauffer la masse de verre, on vient écraser la masse de verre sur la main, et là on a pris un peu plus fort, on a mis tout en relief. Et ensuite on roule la main dans les couleurs. Une fois qu'on a mis la couleur dans le tatouage, il reste tout ça, mettre la main au fond, c'est rapide. Hein. Ça fait un peu à la dame. Là,
dégager la partie blanche, le colorant de la partie incolore. Ce qui permet de fermer. Maintenant d'avoir que la petite bille. Cette petite bille par la suite, on va la transférer directement sur le bout de la canne. Alors, une chose qui est vachement importante, ça paraît d'être comme ça, hein, c'est toujours vérifier que la canne à souffler est bien débouchée. Hein, parce que quelquefois, il y a du verre qui rentre dedans, et quand le verre est ici, il n'y a rien qui sort, c'est le verre qui monte. Je vais y arriver. Ouais, bon, toi, t'es pas souffleur de verre, mais t'as devenu chez nous même. Allez. Vous voyez que le mort de la canne est bien chaud. Donc là, la petite bille, regardez la colle directement sur le bout de la canne. Là, j'ai fait une rotation totale de la canne, sauf que le bas, il a touché le sol, il est arrivé dans la vitrine. Ah, là, c'est pas bon. Donc, bon, il me dit, ouais, c'est bon, on va essayer de terminer. Donc, c'est bon, c'est bon. Et puis, au bout de 15 jours, je l'appelle, parce que sinon, il va pas. Je l'appelle, il dit, tu peux venir, ton contrat est prêt. Donc c'est allé là-bas, donc il a dit, ah bon, déjà. Et après il dit, c'est tout embauché, il a tout signé, c'est un an, on dit, puis après c'est embauché direct. On dit, c'est bon. Et après, je lui ai demandé, mais pourquoi on m'embauche chez moi? Et il m'a dit, en fait, parce qu'on n'a jamais trouvé un verre comme ça. Et pourquoi? Parce que tu fabriques et tu ranges dans les temps. Ça va. Voilà. Donc là, le but, c'était de faire en sorte que la masse blanche fasse la circonférence du bord de la canne. Du fait que toute la circonférence est bien prise, ça évite d'avoir une perte d'air quand il va commencer à souffler. Alors avant de remettre du verre, donc avant de souffler, il faut qu'il mette du verre incolore. Sauf qu'au lieu de mettre au ras de la bille blanche, il va déborder légèrement sur le bord de la canne, pour que ce soit bien hermétique. Elle a pris du verre incolore, la bille blanche est enfermée dedans. Et donc maintenant, il va se servir d'un outil en bois que l'on appelle la maillotche. Généralement, les maillotches étaient faites en pommier ou en poirier, et ça permet de centrer le verre par rapport à l'axe de la canne. Il continue ce travail à l'aide du papier journal, et avant de commencer à souffler, il va remonter le tout en température, pour que l'intérieur et l'extérieur soient quasiment identiques. Si une zone est plus chaude que l'autre, la partie la plus chaude va gonfler davantage.
que la partie blanche va prendre place progressivement dans la partie incolore. Alors par contre, il ne faut pas qu'il souffle trop vite parce que la valeur c'est une matière qui reste tendre, chauffe longtemps. Il faut qu'il arrive à maîtriser son souffle. Ah, bien. Hervé a pris du verre incolore au four, il va le rouler sur le bras du vent et ensuite il va le transmettre son serré. Et moi je vais apporter la couleur sur cette partie incolore. Hervé va tester la température. Alors si dans l'obscurité du bidon, la masse blanche redevenait trop orange, il sait que c'est trop chaud. Il faut attendre pour ne pas tout déformer. Alors il vient de remettre du verre au-dessus. Et là, à l'aide de sa maillotche, il va continuer à travailler son verre. Elle va remonter en température et donc par la suite, il va continuer à développer le blanc qui est dedans. Là, en soufflant, vous allez voir que le blanc va prendre davantage place dans la partie incolore. Alors les petits grains, c'est du verre teinté dans la masse. On reçoit en petits granulés et ça permet d'apporter plein de couleurs à la fois. Et ce que moi je suis en train de préparer permettra de former un cordon de couleur sur la masse de verre qui Hervé travaille. Première fois, c'est celui-là, je crois. Ouais, mais ouais. C'est le même principe que les nôtres. C'est 1, 2, 3, 4 blancs. C'est-à-dire qu'il y a... Là, pour intensifier la couleur extérieure, Hervé va en mettre 6 fois. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vachement vrai pour remettre les couleurs en place. Vous avez vu un coup. Quand il est arrivé ici au début, il n'y arrivait pas du tout. Oh là 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 là. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai envoyé faire un stage en Colombie. Ça va? T'as pas chaud? T'as chaud? Là, vous
peut constater que bien que ce soit de la couleur verte, avec la chaleur, ça devient orangé. Et la couleur verte, on la verra bien demain matin. Éventuellement, si vous fournissez les croissants et les pains au chocolat, on vous apporte le café. Demain, la lumière sera ouverte. Ah, donc c'est plus petit. C'est l'apéritif. Donc l'opération résumée, on a un blanc opaque à l'intérieur et on a la couleur verte à l'extérieur. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la pointe est pas solide, moi je vais regarder, ça va être le fond de la pièce. Parce que collé sur le nord de la taille, ça va être le haut de la pièce. Elle recentre à l'aide de sa maillotche, et comme elle est humide, ça refroidit un tout petit peu le verre à l'extérieur. Là, en soufflant, vous n'avez que le blanc qui est dedans qui gonfle. Travail de répartition au niveau des épaisseurs, ça permet d'allonger un tout petit peu, et la pointe lui permet de garder une bonne épaisseur pour le pot. Comme ça, des petits éclateurs. Oui, et la bleue, c'est dedans. Ouais. C'est mangé. Hervé va coller. Et donc enrouler cette masse multicolore tout autour de la partie verte. Bon, en fait, il a bien travaillé quand même. Enfin des qualités. Je dis non, on discutait, mais on va bien, on va bien aussi.
Par contre, il a plus de sourire. Mais pourquoi? Parce qu'il a plus de travail. Donc là, pour l'instant, vous avez un décor au niveau du cordon, c'est décor spiral. Il peut imaginer tout à l'heure, l'RP va reprendre la pièce qui aura sauté par la base, et donc la spirale va être à sa pied. Si on laisse cette forme de spirale, il va s'endormir. Donc ce qu'il va venir faire, il va revenir au vent, avec la pointe, il va tirer sur le cordon et le déformer. Là, vous voyez, il déplace le cordon par endroit à l'aide de la pointe. Et vous constatez que ça refroidit très vite. Donc il a l'obligation de retourner régulièrement au cours pour pouvoir retravailler derrière. Ouais, quoi, ça c'est des choses qui prennent pas une- Pour cette pièce-là, après que vous Vraiment, vous en mettez tout, alors on va mettre pièce quand même. Pour l'instant, ça ressemble à une grande galerie. Vous avez pu voir tout à l'heure quand Hervé a fait le test à pied, quand il a fait un coup, on a une bulle d'air qui est apparue. Alors là, s'il remet du verre tout de suite, on a le passage de la pointe, on aurait plein de bulles d'air. Afin d'éviter d'avoir ces bulles, il va venir travailler sur la plaque de fond, cette face colorée, et ça va écraser les cordons. À partir de là, on va enlever le relief, et on évite ainsi l'apparition des bulles par la suite. Et à chaque fois, vous voyez, il reforme la pointe, donc ça lui permet de garder de l'épaisseur pour le coup. On n'en pas de dire. Non. Les gens qui arrêtent de nez. Pas trop, je n'ai pas 45. Oui, d'accord, là, Voilà, donc là, il va de nouveau attendre que ça baisse un tout petit peu en température et par la suite, il remettra une dernière couche de verre par-dessus. Je sais pas encore que je me suis lancé là, mais. Tout à l'heure, dans le musée, j'ai parlé de la terre réfractaire.
Là, c'est à l'extérieur du four et vous voyez la couleur que ça a. Vous voyez, je vous explique là, c'est pourquoi, parce que vous voyez qu'il y a plein de fautes. J'ai envie de faire un travail, là, vous avez plus de bonne à 2 heures. Voilà. On la chauffage qui est pris. Voilà, là pourquoi on va attendre, parce qu'on va rechercher une masse de verre à couleur. Si la police est trop chaude, ça va commencer à réussir. Donc on va placer le verre à couleur par dessus. On descend pour la température, on va le faire à couleur, on va le placer et la poêle va se mettre dedans. La partie de cette chose qui est importante, c'est la chose importante que vous reteniez en repartir dans le musée. Il ne faut jamais inviter un verrier à manger sur lui savoyard. Parce que lui, ça rappelle quoi? La première fois qu'il m'a invité à manger chez lui, il m'a fait une produit savoyard. Il n'y a pas été déçu. Moi j'ai fait un bout de pain, j'ai fait 3 tours à la gamelle, j'ai fait 3 mois de conversion. Bon, il a eu de la chance, j'aime pas le vin blanc. Bon, il a bu du vin blanc. Voilà, donc Hervé teste de nouveau la température dans le bidon. Et comme là c'est suffisamment refroidi, donc nous allons à 500 degrés, il faut remettre de la matière au-dessus. Par contre, s'il vient attendre trop longtemps, le contact de la pâte, ça peut casser. Voilà. Là maintenant, on a facilement entre 3 kg et 3,5 kg de verre sur l'extrémité de la canne. Et donc par rapport à la longueur de la canne employée, le poids est à multiplier entre 3 et 5 fois. Plus le poids de la canne et inconvénient supplémentaire, garder cette masse en rotation. Donc avec l'aide du papier, il va prendre du verre chaud du haut qu'il va ramener vers la base. Là maintenant, il va régulièrement aller au four, mais uniquement que pour chauffer. Avec les lames de fer affranchies, il marque la séparation. Et comme le verre est chaud et qu'il avait incliné sa canne, ça s'est légèrement allongé.
que le balancier Hervé est en train d'allonger. Il faut garder la notion de distance par rapport au sol pour éviter de toucher, sinon on aurait des marques extérieures. Il remodifie la forme de la base. Et vous voyez, le cordon qu'on a roulé tout à l'heure était très proche les uns des autres, donc là, la base de l'air se développant, il s'écarte. Et on voit bien les décors réapparaître. Vous n'avez pas trop chaud? Non. Je vais faire un cheval, je vais bientôt l'enlever. Voilà, ça vaut la peine d'être mort. Ça cabinet quand même, si tu veux faire comme ça. Voilà. Donc là maintenant Hervé va modifier la forme uniquement en venant frotter sur un papier journal humide. Alors quand il frotte, il faut bien penser à boucher l'extrémité de la canne pour pas que l'air emprisonné ressorte. Il faut qu'il y ait toujours une sorte de pression, sinon les parois se recollent. Maintenant, pour faire le coup, il va écraser la base de verre sur la plaquette au sol, l'arrière se met à plat et la base en même temps s'élargit. Et l'arrière du verre reproduit son contact du métal. Là, un tout petit peu d'air lui a permis de remonter les deux faces. Les ciseaux lui permettent de bien marquer la séparation. Et donc maintenant avec de l'eau, il refroidit le verre en surface. Maintenant Hervé va casser le vase. Allez, il le casse. Alors là, t'as mis l'eau. Là, vous constatez que le verre est dur, mais ça fragilise les couches intérieures. Donc là, il a retourné pour voir le fond face à lui. Le fond, il est chaud. Pas de tatouage. Et il colle ce petit morceau de verre à l'arrière. À partir de là, ce n'est que ce fond-il qui va tenir la pièce Hervé. Ce qui fait que maintenant, moindre choc, la pièce peut tomber. Il va devoir chauffer énormément l'ouverture pour pouvoir la travailler, tout en maintenant la base assez chaude, mais sans la déformer. Et voici l'ouverture qu'il y a pour l'instant. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien les trois couches de verre apparentes. La première avec le petit morceau de balotte pour la couleur blanche intérieure, l'incolore, la couleur verte et le cordon multicolore qu'on commence à voir réapparaître, et l'incolore qui enferme. Voilà. Et on commence à voir les couleurs apparaître. Juste à faire un élément décoratif. Et après, on peut faire tout ça. Le blanc n'apparaît pas. Le blanc, si, regardez, il est là. On verra à l'intérieur. Et ça va Non, il permettre, sera à l'intérieur. ça va permettre à la pièce d'être opaque. Comment? Si on n'ouvre pas, non, mais là, il va l'ouvrir.
Au début, il n'arrête pas de m'ouvrir. Elle était facile. On a pas du mal à trouver. Vous avez la cordance à l'intérieur et les cordages à l'extérieur. Alors, n'ayez pas peur, vous allez l'entendre casser. Le fait qu'il ne passe pas dans ce deuxième tour en recuisson, ça va s'enlever tout seul de la canne. Donc on voit bien la différence de température avant-arrière. La palette lui permettra de remettre le bord et grâce au lave du fer, il va commencer à agrandir l'ouverture. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit dedans? On voit la couleur blanche. Pour l'instant, c'est un peu jaune depuis que c'est chaud. Alors maintenant, Hervé va faire 2 décors sur le buvant. Ça fait bien quand on arrête de parler. C'est la terre à l'extérieur avec la grande couleur et la chaleur pour un peu. Alors malheureusement, la papier se monter et elle s'éteint là. Voilà, donc là, avec le balancier, il va commencer à allonger. Alors, on a bien entendu, c'est bien touché, que ça part à l'arrière. Là, le KFL est décidé pour la fin. Vous avez la claque. Pourquoi je vous le donne? Ouais, voilà, je suis la claque. Allez, dans le Là, à partir de cette rotation, il va de nouveau allonger le col tout en le gardant dans l'axe. Par contre, au dernier balancier, il va accompagner le mouvement pour ne pas plier le col. Donnez au moins que je prends l'air, donc vous donnez. Oh, pas bien, oui. Mais t'as plus on voit jaune. Tant que ça soit arrangé.
fragiliser le point de collage qui est entre le pont et le conquille. C'est une pièce relativement délicate à transporter. Je vais aller ouvrir les portes de l'arche. Il va coucher le vase à l'intérieur, petit choc ensuite et la pièce sera libre. La pièce d'armée va recuire jusque ce soir 21h. Le gaz ensuite va se couper et toute la nuit ça va baisser en température. Alors par contre on n'a pas de pièce avec les bonnes couleurs, mais ça va retrouver le blanc opaque qui est là, à l'intérieur, la couleur verte sur l'extérieur, avec un cordon enroulé tout autour, avec toutes ces différentes couleurs mélangées. Voilà, donc la démonstration est terminée en espérant qu'elle vous ait plu.